Alors, nous sommes ravis d'accueillir Olivier Malingréau. Bonjour. Bonjour, président de France Macaron, et David Soulard, les Meubles Gauthier, DG Enchanté. des Meubles Gauthier, pour un atelier sur le Made in France. Pourquoi ça claque, pourquoi ça fait rêver et pourquoi ça fait vendre. Je vous laisse vous présenter. À vous, messieurs. À toi, Olivier. Alors, je suis président de France Macaron, Olivier Malingréau. France Macaron existe depuis une dizaine d'années. On est présent surtout en France, ce qui représente à peu près 70% de nos ventes et 30% à l'export. Aussi bien export Europe que grand export États-Unis, Asie, Australie. David ? Alors, David Soulard, moi je suis le dirigeant des Meubles Gauthier. On est basé en Vendée, on est 830 personnes. On fait à peu près 4000 meubles par jour et on exporte un peu moins que toi. On exporte 15% de notre chiffre d'affaires sur des pays qui, de par notre histoire, depuis 60 ans, se sont égrenés entre aujourd'hui le Canada jusqu'en Corée du Sud. Alors, moi j'ai été très surpris parce que les meubles, pour moi, c'est effectivement un canapé, une table, comme tout le monde. Et j'étais extrêmement surpris parce que quand tu m'as raconté que tu faisais 4000 meubles et qu'effectivement tu faisais de l'export, c'était extraordinaire pour moi de savoir que je pouvais, en voyageant aux États-Unis, au Canada ou au Japon, m'asseoir ou manger à une table qui était fabriquée par Gauthier. Oui, c'est vrai. Comment tu arrives à capter tes clients? Dans les pays, Oui. il faut faire des salons. Je pense que c'est vraiment la partie très importante, c'est-à-dire vraiment la visibilité à l'international sur un meuble qui prend beaucoup de place. C'est obligatoirement des salons. Donc ça, c'est depuis 30 ans, on fait des salons, on fait Milan, on fait Shanghai, on fait Miami, on fait... Donc ça, c'est venu au fur et à mesure du temps. C'est comme ça qu'on rencontre des nouveaux clients. Et d'ailleurs, pendant cette crise, pendant 18 mois, on s'est assez vite rendu compte qu'on arrivait à entretenir la relation avec nos clients historiques, mais qu'on avait beaucoup de mal à entretenir et à trouver des nouveaux clients. Et ça, c'est un peu pourquoi on est super content de retrouver des salons internationaux en ce moment. Et toi, comment tu trouves des nouveaux clients ? Eh ben, c'est pareil. On a ça en commun, puisque l'agroalimentaire et le meuble, c'est finalement pas très éloigné, surtout quand tu veux faire de l'export, ça représente vraiment bien la France. Alors nous, on fait des salons aussi. Alors on fait le Cial à Paris, où il y a beaucoup d'acheteurs étrangers. Alors malheureusement, depuis 2 ans, c'est pas le cas, mais ça va vite revenir l'année prochaine. Mais on se balade aussi un peu aux États-Unis. Tu as parlé de Shanghai tout à l'heure. Le Cial Shanghai, c'est pareil. On a énormément d'acheteurs qui viennent sur ces salons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'export, ça se travaille sur le long terme. Alors, je ne sais pas si de ton côté, c'est la même chose. Nous, on a certains clients qu'on a vus il y a 5, 6, 7, 8 ans qui reviennent nous voir maintenant et qui nous disent « Bon, on vous a vu il y a 7, 8 ans sur un salon, on voudrait travailler avec vous. » Est-ce que toi, de ton côté, c'est la même chose ou tu concrétises plus rapidement ? Il y a de moins en moins de fabricants de meubles et Made in France. Donc effectivement, il y a des gens qui nous retrouvent. Comme maintenant, on est dans la différenciation, c'est comme ça qu'on les retrouve en fait. Pourquoi le Made in France revient à la mode d'un point de vue international, c'est que pour nous, le premier sujet, c'est que ça porte la qualité. On n'a pas cette impression-là, mais on vend des meubles pour enfants. Il y a des meubles, la sécurité de l'enfant, tous les tests qu'on peut mettre, qu'on a l'impression, nous, Français, que ça puisse être relativement contraignant. Mais finalement, à l'international, c'est un avantage, parce qu'on arrive à prouver que le produit est sécurisé, que le produit a une durabilité et que le produit n'est pas nocif pour la santé. Il y a quand même le premier sujet que porte le Made in France pour nous, c'est la sécurité du produit et le fait que le produit peut ne pas être nocif pour l'environnement de la maison. Alors, nous, c'est exactement la même chose. Donc, c'est bien parce que ça se rejoint aussi. C'est vrai que les gens qui viennent nous voir sont rassurés par un certain nombre de normes, mais plus que les normes, sont rassurés parce qu'on produit en France. Ils savent qu'on utilise des produits qui sont sélectionnés et qui aussi
ce ne sont pas des produits qui sont à bas coût non plus, il ne faut pas se le cacher, mais ça représente cette qualité que l'on a en France depuis des siècles. Alors pour la gastronomie de mon côté et pour les meubles de ton côté, sur les salons, on est confronté à des gens qui sur place produisent déjà des macarons, des meubles évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que les gens viennent nous voir et nous disent oui, on a à côté un producteur de macarons, il fait des bons macarons, mais moi ce que je veux, c'est importer des macarons de France, parce que ce qui vient de France, c'est chic, c'est classe, on a évidemment cette qualité, on a un prix un peu plus élevé évidemment, mais on a ce bleu blanc rouge ici qui fait qu'on représente la qualité et l'envie pour les acheteurs de présenter à leurs clients des produits français. Et je te rejoins parce que nous, Gauthier, on était sur les meubles pour enfants et maintenant c'est plus que 20% de notre chiffre d'affaires et les 80% restants, c'est le reste de la maison. Et on a énormément développé les tables de repas et les tables apéro, ce qui est le style de vie à la française tel que les étrangers le sentent. C'est-à-dire qu'on est quand même le pays au monde où on passe le plus de temps à table. C'est pas de rien de le dire, mais en même temps, il faut avoir les meubles ou les sièges où on se sente bien assis et pas manger en 20 minutes. Et cette portée en fait du style de vie à la française, qui est d'ailleurs amplifié post-Covid, parce qu'il y a eu un grand retour de je suis chez moi et il faut que je me sente bien chez moi. Et ce grand retour de je dois me trouver bien chez moi, il est mondial. Il n'est pas seulement voilà. Et en fait, comme nos maisons sont pas trop grandes comparées aux Amériques et autres, il y a aussi toute la notion de gain de place qui signifie le Made in France. Et ça, c'est plutôt important pour nous aussi de le porter. Et toi, je vois que tu as choisi la Tour Eiffel. Alors oui, on a choisi la Tour Eiffel parce que c'est le symbole français par excellence. Alors j'habite Lyon. La Tour Eiffel est en Paris. C'était un petit débat entre nous quand on a lancé la marque. Mais ça a été vite effacé parce qu'on s'aperçoit que quand on part à l'étranger, sur n'importe quel continent et dans n'importe quel pays, c'est quand même ce qui rassemble assez vite les Français sur place et les étrangers. Quand vous avez affaire à par exemple à des Brésiliens qui sont extrêmement curieux de goûter nos produits, ce qui ressort en premier, c'est effectivement que aujourd'hui on a des fabricants de macarons industriels qui ont démocratisé notre produit un peu partout. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est le macaron est produit en France, il est vendu par exemple au Brésil, et en fait il s'identifie. C'est toujours bien pour quelqu'un qui achète le macaron avec la Tour Eiffel, le bleu, blanc, rouge, et il peut faire le malin en rentrant chez lui en disant tiens, regarde ce que j'ai acheté des macarons, mais ils viennent de France. Alors nous, on te rejoint sur la partie Tour Eiffel. Dans nos magasins, partout dans le monde, il y a la Tour Eiffel. Et ça, c'est important. Par contre, sur le drapeau, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Parce qu'on a beaucoup d'étrangers qui confondent le drapeau français avec le drapeau hollandais. Et nous, le bleu, blanc, rouge paraît une évidence. Sur le culinaire, oui. Mais sur les autres produits de la maison, nous, on a essayé des salons avec des drapeaux français et les gens ne savaient pas sur quel pays et sur quel stand ils arrivaient. Donc en fait, c'est vraiment, et là on te rejoint, tu as mis ça à côté de ton logo, la Tour Eiffel qui aujourd'hui est un élément vraiment fort au niveau de la visibilité internationale de Paris en fait. Nous, alors pour se lancer dans l'export, ça n'a pas été évident. Le plus difficile, c'est de prendre la décision en fait. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions parce que l'export c'est loin ou c'est moins loin, mais c'est toujours compliqué parce qu'on a toujours affaire à des gens qui ne parlent pas la même langue évidemment. On est un peu ostracisés, nous, soi-disant les Français, ils sont ceci ou ce sont là. Pas du tout. Moi j'ai trouvé et j'ai vu beaucoup de Français qui font de l'export et qui sont extrêmement satisfaits. D'ailleurs, pendant la pandémie, on a eu l'export, ce qui nous a porté nous, ce sont les chiffres à l'export, puisque on a continué à se développer. Les flux de marchandises ont continué à fonctionner correctement, même si les magasins ont été fermés dans la plupart des pays.
on a, nous, continué à se développer parce qu'il y avait de la demande. Alors, c'est ce que je disais, le plus difficile, c'est la décision. Il faut prendre la décision d'y aller ou de ne pas y aller. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre pour qu'on puisse y aller et pour qu'on puisse vendre nos produits à l'export. Les assurances prospection BPI, évidemment, les chambres de commerce ou Business France qui sont extrêmement actifs et à qui nous, on s'est adressé aussi à l'export pour trouver différentes personnes et différents marchés. Toi, tu t'es adressé aussi à Business France ou au CCI ou pas du tout? Alors, l'export, c'est une histoire d'humain et dans nos ambassades, on a quand même des gens qui tournent beaucoup. Donc en fait, des fois, il y a le bon interlocuteur, des fois, il n'y a pas le bon interlocuteur. Donc oui, l'assurance prospection est vraiment un moyen d'éviter d'avoir peur. Et ce que tu as fait toi, c'est remarquable parce que c'est toi qui as bougé en premier. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir aussi. Et moi, c'est le cas de mon père ou de mon oncle Patrice Gauthier. C'est que c'est eux qui ont bougé les premiers. C'est pas un directeur export qui a été développer l'export pour un propriétaire qui ne voulait pas sortir de ses frontières. Parce que ce qui est très important à l'international, c'est de voir le cuisinier que tu es, voir le propriétaire. Alors c'est encore mieux si la boîte s'appelle du nom. Moi, malheureusement, ma boîte, elle s'appelle pas de mon nom. Mais ça, c'est un défaut d'ailleurs à l'international. Je m'appelle Monsieur Gauthier. J'ai des cartes, je m'appelle Monsieur Gauthier. C'est une feinte, mais c'est très important pour ne pas éviter le misfit et pour que les gens tout de suite ils se disent j'ai en face de moi une famille, j'ai en face de moi des gens qui sont là pour longtemps, j'ai en face de moi une fourniture qui va durer parce qu'il faut se mettre à leur place. Ils se posent la question si c'est éphémère ou si c'est dans la durée. Donc l'international, ça claque, mais il faut que ça claque aussi dans la durée. Et ça, la réassurance de la famille est un élément très important. Alors, oui, c'est tout à fait vrai ce que tu racontes. Nous, on a, alors sur les marchés, sur les différents marchés sur lesquels on a dû s'adapter. Alors s'adapter, ça ne veut pas dire faire des choses extraordinaires, mais ça veut dire que sur certains marchés, on vend nos produits que l'on vend en France, mais on vend aussi des produits qui collent aux consommateurs sur place. Je prends un exemple, en Corée du Sud, puisqu'on exporte beaucoup en Corée du Sud, on a fait un macaron avec l'orange de Jeju. Jeju, c'est une petite île où ils cultivent des orangers. Voilà, on s'est adapté avec du produit local et on leur a fait du macaron français avec de l'orange de Jeju. Au Japon, on a sorti des produits adaptés du type macaron au yuzu ou au macaron aux haricots rouges ou à la fleur de sakura, qui est la fleur de cerisier. C'est les marchés, pour l'agroalimentaire, en tout cas, en ce qui me concerne, on s'est adapté pour coller au mieux de ce que voulait le client. Et le client, il veut du produit français et du produit qui est adapté à ses goûts. Alors, moi, j'étais extrêmement surpris parce que quand j'étais au Brésil, ils mangent très sucré. Nous, on a pour habitude de faire des macarons un peu moins sucrés. Et c'est vrai qu'au Brésil, ils mangent des macarons très sucrés. Alors, on n'a pas adapté notre recette, on a adapté la recette des coques, mais on a adapté ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a fait une garniture qui était un peu plus sucrée. Et ça marche extrêmement bien. Parce que justement, on s'est adapté aussi au marché et on a des gens en face de nous qui sont demandeurs de produits français, qui sont demandeurs de notre savoir-faire, qui nous demandent aussi maintenant de venir chez eux pour dire venez, montez une usine, venez chez nous, faites, montrez-nous. Alors évidemment, il y a certains pays où je n'irai pas, mais c'est intéressant parce qu'on a ce flux qui s'inverse un peu et on nous demande maintenant de venir en disant effectivement, venez nous montrer la pâtisserie française, la gastronomie, on a envie d'apprendre, on a envie de voir et on a envie de la partager avec nos amis. Alors moi, je ne fais pas de meubles au yuzu, mais par contre, quand je vends aux États-Unis, je suis obligé de créer des chevets plus grands parce que sinon, ils ont l'impression que nos chevets, c'est pour mettre des pins. Et puis les chambres pour enfants aux États-Unis, c'est des lits 140. Sinon, ils ont l'impression de tomber par terre. Donc, on ne crée pas des nouveaux modèles pour l'international. Il ne faut pas créer de nouveaux modèles. Il faut rester dans ce qu'on sait faire. Mais par contre, nous, c'est la dimension qu'on adapte. Et puis, c'est ce qu'il faut faire pour quand même adapter une partie des choses. L'international, aujourd'hui, pour exporter, il faut devenir aussi des vrais logisticiens.
parce que la problématique et la chance que l'on a... Spécialement en ce moment. Spécialement en ce moment, avec le prix des conteneurs, parce que tout le monde parle de l'import, ce qui nous protège d'ailleurs, mais le problème c'est qu'ils ont aussi augmenté les conteneurs export. Et en fait, ce qui est important pour nous, c'est de bien logistiquement gérer, parce que nous, les meubles, ça prend de la place, donc il faut bien gérer la partie logistique. Et la France est plutôt bien située dans les flux mondiaux, puisqu'on a beaucoup de ports, on en a au moins 3. On a Le Havre, on a Montoire de Bretagne et on a Marseille, Fos. Et c'est une énorme force que les Polonais n'ont pas. Par exemple. Mais voilà, c'est pour les routes qui vont dans les pays du Golfe, pour les routes qui vont en Amérique, pour les routes qui vont dans les Antilles. Nous, on part de Saint-Nazaire, on va directement dans les Antilles. On part du Havre, on va dans le monde entier. Et on part de Fos et on va dans les pays du Golfe. Donc c'est vrai que c'est une force aussi logistique. Et puis par rapport à l'Europe, où nous, on exporte quand même beaucoup, l'Espagne, on est un barycentre en fait. Donc c'est une force. Oui, tout à fait. On a cette puissance portuaire qui est là, et on peut être également Sauf quand ils sont en grève, quoi. Oui. On est au milieu un peu de tout, et c'est pareil, je dirais, pour les routes. On a la chance d'avoir un système autoroutier et routier qui est très performant. Puis on est au milieu de l'Europe, finalement, en tout cas de l'Europe des nations. Et c'est vrai que pour exporter, notamment en Allemagne, nous on le fait, on exporte en Allemagne, on exporte dans les pays du Benelux, ou en Italie ou en Espagne. On arrive à être très rapidement sur place. On a un nouveau client grec qui a reçu ses macarons en une semaine. Il était ravi, évidemment. Et il a souligné notre capacité à transporter rapidement. Alors nous, c'est du produit surgelé, puisque le macaron, aujourd'hui, il y a très peu de produits qui sont frais, les macarons, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le macaron, avec la coque, si vous le mettez, si vous le surgelez, il prend de l'humidité et la coque reste craquante, et c'est ce qui le fait devenir moelleux et craquant. Et c'est vrai que pour le transport, on est plutôt bien situé. C'est vrai. Donc nous, par rapport à l'international, parce que l'objectif de cette bulle, c'était de parler du Made in France qui claque, on ressent une grande montée en puissance du Made in France dans sa visibilité. Je pense qu'il ne faut pas qu'en tant que Français, on se downgrade sur la sensation internationale qu'on peut avoir. On est plutôt bon. La qualité, nous, Gauthier, on a cette réassurance qualité qui est extrêmement forte. Le style de vie à la française. Et puis ce que je donnerais comme conseil aussi à ceux qui se lancent, c'est de surtout pas s'éparpiller, parce que nous, on s'est peut-être, Gauthier, un peu trop éparpillé. On exporte dans 60 pays. On a des magasins à Oulan-Bator en Mongolie. On a aussi... Magnifique port de pêche. Ah ouais, c'est magnifique la Mongolie. Mais non, c'est magnifique. On est aussi en Afrique, Pointe-Noire au Congo. On est à Toronto, au Canada. Et quelquefois, on s'est un peu trop éparpillé parce qu'il faut quand même s'occuper de cette relation. Donc aujourd'hui, nous, on a plutôt décidé de revenir foncièrement en Europe et les pays du Golfe et l'Afrique, l'Asie un peu plus en sommeil, surtout en ce moment avec le taux de vaccination qui pose problème en Asie. Donc l'international, moi je trouve aussi que pour un dirigeant, c'est une énorme capacité géopolitique à s'ouvrir la tête. C'est-à-dire que on est tout le temps en train de réfléchir à là où on va aller demain, et c'est un petit peu l'anticipation du meilleur pays. Par exemple, nous, Gauthier, on est très présent en Algérie. On a fait un coup d'avance sur tout le monde, parce qu'on a senti que, alors c'est moins le cas depuis 3-4 jours, mais on a senti que l'Algérie repoussait. Mais parce qu'il y a des pays qui s'ouvrent et qui se referment, mais comme il n'y a pas de concurrence, c'est aussi des pays très très intéressants pour la marque. Alors, moi j'ai toujours, on écoute les médias souvent, et ils ont toujours l'habitude de nous comparer aux Allemands, pour pas les citer. Et c'est vrai que moi je me rappelle toujours d'une émission que j'ai vue il y a quelques années sur une chaîne de télé, et où il y avait un certain nombre de pièces. Il y avait un groupe de 4-5 personnes ou 6, et avec des groupes des pièces à monter sur 2 tables. Alors, il y avait des Français et des Allemands. Et en fait,
le principe du jeu, c'était d'arriver à mettre le plus de pièces possible et de monter une pyramide le plus haut possible. Alors, la différence, c'est que les Allemands, ils ont commencé à regarder les pièces, ils ont compté les pièces, ils ont commencé à mettre les pièces les unes derrière les autres, mais en étant extrêmement carrés. Les Français, donc ça c'était au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les Français, donc ils avaient 1 heure. Les Français, ils ont tout de suite commencé, un peu comme Astérix, comme les Gaulois, hein, Astérix et Obélix, ils commençaient à mettre les pièces dans tous les sens, à mettre les pièces, etc., les unes après les autres. Et finalement, au bout d'1 heure, les pyramides, elles étaient aussi hautes, et il y avait le même nombre de pièces qui avaient été utilisées. Moi, souvent, ce que je dis aux personnes qui souhaitent exporter, j'ai dit, ne faites pas comme... On n'est pas des Allemands, nous ne sommes pas des Allemands, nous ne sommes pas des Italiens, nous sommes Français. En fait, on a notre propre identité, et notre identité, c'est de faire... Faut pas oublier que le luxe, finalement, c'est français. À la base, c'est français. On a parlé des meubles, on a parlé de l'agroalimentaire, on peut parler de la mode, on peut parler de plein de choses, mais c'est vrai que c'est français. On part déjà, ayez confiance, on part déjà avec un coup d'avance par rapport à nos confrères, à nos concurrents dans d'autres pays. Évidemment, on a des charges, etc., mais eux aussi, ils en ont. C'est en tout cas, moi, la synthèse que j'en fais, ils en ont aussi. Et en définitive, ça marche. Moi, je suis amené à exporter dans un très grand pays d'Asie. Et j'ai un concurrent qui produit sur place. Et en fait, les chefs viennent me voir en me disant « Vos macarons, ils sont sensiblement identiques à ce que j'ai, mais je veux acheter français. » Et pourtant, ils ont des taxes qui sont supérieures. Donc, il faut avoir confiance, il faut y aller. Je vous dis, le plus difficile, c'est de prendre la décision et de bien étudier les marchés. Peut-être des questions ? Il y a des questions ? Yes. Bonjour, je m'appelle Caroline, donc moi je m'apprête à lancer une marque de mode Made in France et j'ai une question pour vous. Stratégiquement, quand vous avez démarré vos activités respectives, est-ce que vous avez intégré l'export dès le début ou est-ce que déjà vous vous êtes fait connaître en France et après développer la stratégie d'export ? Est-ce qu'il faut l'intégrer dès le début ? Enfin, il faut ou il ne faut pas, mais quel est votre retour là-dessus ? Vas-y. Alors nous, on est nés il y a 60 ans, l'export a commencé pas très longtemps après. Mais il est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut d'abord asseoir son lancement sur la France avant de commencer à exporter. Parce que l'export, c'est quand même beaucoup d'argent. Alors c'est pour ça qu'il y a des assurances et autres, mais c'est quand même beaucoup d'argent. Et comme je l'ai dit, c'est d'abord l'implication du dirigeant. Donc si vous êtes à l'export, vous ne serez pas en France en tant que dirigeante. Puisque c'est un peu comme ça qu'il faut lancer l'export. C'est-à-dire qu'il faut y aller soi-même. Et créer la relation humaine, créer des choses, ça prend du temps. Donc je dirais qu'il faut d'abord se lancer en France et puis se laisser porter parce que les étrangers viennent beaucoup en France. Donc il y a des points de contact qui peuvent être maison objet, qui peuvent être la Design Week au mois de septembre, dans un petit showroom parisien qui fait que... Et c'est vrai que moi je conseille d'attendre quelques années avant de quand même partir à l'international parce que c'est un peu, ça peut quand même aller un petit peu trop vite quelquefois. Alors, pour ma part, nous on a commencé tout de suite à l'export. C'est-à-dire que les premières palettes de macarons que j'ai vendues, c'était à l'export. C'était pas en France. Mais je rejoins ce que disait David. Quand vous avez vendu à l'export, c'était un contrat d'opportunité. On a vendu en Suède, on a vendu nos palettes à l'export. Mais derrière... ceux qui sont en Suède, ils ne vont pas commander toutes les semaines. Donc il faut asseoir cette marque, il faut essayer de capter d'autres personnes. Et pour capter d'autres personnes, il faut avoir une marque qui va être présente, soit sur les réseaux en France, soit dans les magasins, soit en boutique en propre, etc. Mais il faut avoir commencer par une petite notoriété, mais que ce soit même une notoriété de quartier, hein, si vous voulez. Mais aujourd'hui, développez votre marque, développez votre savoir-faire. Et l'export, ça va venir en fait tout naturellement. Ça va venir tout naturellement. Je citais tout à l'heure la mode. Vous êtes en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'étranger, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, avant la pandémie évidemment, mais on m'a dit non mais attends mais ton t-shirt là, mais c'est français. Voilà. Donc et c'est un t-shirt. Voilà. Vous, si vous avez un savoir-faire. Ça passera tout seul.
Merci pour cette très très belle intervention. J'ai une question en fait sur certes l'export, mais sur la chasse en meute. Donc moi, à titre personnel, j'ai beaucoup voyagé dans une vingtaine de pays. Et puis, vous savez, quand on y passe un petit peu de temps, il y a toujours un petit moment où la France nous manque. Et puis, la France gastronomique peut nous manquer. Et est-ce que vous êtes dans des communautés dans lesquelles on s'entraide pour recréer des petits coins de France un petit peu complets? Là, on a des meubles, on a des macarons. Est-ce qu'il y a un petit peu plus large que ça? Alors, je vais citer un exemple, si tu permets. Je vais citer un exemple qui m'est arrivé en Suède lors du salon Gastronord il y a une dizaine d'années. On a fait le salon et en fait il y avait un pavillon, parce que sur les salons export il y a souvent des pavillons France et c'est marqué Made with Love en France, qui est d'ailleurs un sacré slogan parce que les Anglais et les Américains nous l'envient. Et c'est vrai que sur ce salon-là, il y avait plusieurs personnes, il y a plusieurs exposants. Il y avait évidemment des exposants suédois, d'autres pays, et il y avait tout un pôle français. Donc nous on faisait des macarons, il y avait des gens qui faisaient du fromage, il y avait des gens qui faisaient du foie gras, il y avait etc. Et en fait, arrivé à midi, on s'est tous regardés, on a dit mais il y a un exposant qui a dit bon venez, on s'échange nos produits, on va manger, etc. J'ai dit mais non, pas du tout. J'ai dit vous inquiétez pas, regardez, on a des tables sur notre stand, on va prendre l'allée là, on va mettre 4, 5, 6 tables. Et puis on va s'asseoir. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on s'est assis et on a mis tous nos produits en commun. Et puis on a commencé à manger, à boire. Alors avec évidemment raisonnablement, mais on a commencé à faire ça. Et en fait l'organisateur est venu et a dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ben ça ne pouvait être que les Français. Et effectivement c'était les Français. Et c'est marrant parce que ça a créé une vague de personnes qui sont venues tout autour en train de regarder ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on mangeait, quoi, comment, etc. Parce que c'est porteur en fait. C'est vous l'avez dit, le bon vivre, le savoir-vivre et la qualité, c'est français en fait. Voilà, ça fait des décennies, des siècles que ça dure et c'est comme ça. David? Alors, pour rebondir sur ça, effectivement, sur les salons, nous, il y a toujours du Bordeaux, hein, toujours, dans le monde entier. Mais oui. Il y a du Bordeaux à boire, hein, et des macarons qu'on emmène en Europe. Toujours. Donc ça, c'est pour réaffirmer ce que tu dis, c'est-à-dire le fait du lien et autres. Après, sur la meute, dans les pays, nos clients ne sont pas les expatriés. Les expatriés, ce sont des gens difficiles. Hein. Ce sont souvent des allocations pour partir à l'étranger, ils veulent gagner un max et dépenser le minimum. Donc finalement, ce n'est pas des consommateurs. Par contre, ce sont des super bons ambassadeurs. À l'inverse, c'est-à-dire qu'à l'inverse, on peut créer des éléments, mais notre cible, nous, c'est 0 expatrié. Parce que l'expatrié, dans 3 ans, il va revenir, il ne va pas acheter des meubles, alors il va acheter des macarons, mais ce n'est pas pareil pour toi. Il veut retrouver du pays, il veut aller dans un resto. Mais nous, sur le meuble, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'en fait, les petites soirées chez l'ambassadeur, nous, ça n'a jamais marché. Toute la communauté d'expatriés qui vient bouffer gratuitement, je vais être un peu dur là, hein, mais ça nous a jamais rien emmené d'un point de vue du meuble. Par contre, d'un point de vue de trouver des gens qui ont des réseaux d'influence, hein, qui connaissent des gens qui veulent investir, nous, tous nos franchisés internationaux, il y a 0 Français. Hein. Et c'est des gens du pays qui sont venus à Paris, qui ont été in love avec notre façon d'être des meubles et autres, et que d'un seul coup, ils repartent dans le pays avec la franchise. Mais c'est vrai que cette chasse en meute, par contre, il existe, mais plus dans les territoires. Tu vois, par exemple, en Vendée, hein, on exporte en meute par typologie de produits. Tous les gens qui font du métal, ils se groupent pour pouvoir se permettre d'accéder à un salon, pour pouvoir mutualiser sur un genre de village. Et je pense que l'avenir des salons, parce que les salons vont très très mal, l'avenir des salons, c'est certainement d'encore plus travailler les villages. Les villages où on peut être aidé par des interprofessions, parce que voilà, mais il faut surtout plus aller en salon seul. Donc pour rebondir sur votre question du chasse en meute, je pense que c'est extrêmement important aujourd'hui de retrouver des villages, hein, parce que de toute façon tous les salons sont cassés. Donc avant on ne pouvait pas les créer parce qu'on nous avait mis dans des halls, dans des emplacements où on était loin des uns des autres. Mais nous actuellement on est en train de revenir dans des salons où on dit alors non, comme les halls sont tout cassés, on veut des points de vigilance. Et on va voir, vous allez voir dans les salons internationaux, vous allez voir de plus apparaître des villages italiens, des villages français, des villages, j'en suis sûr. Et ça se sent. Et nous, le prochain salon, c'est Cologne en Allemagne. Et ils nous ont envoyé les plans des halls.
et j'ai vu apparaître des villages. C'est fini. Alors moi pour terminer, c'est vrai que les Français de l'étranger, souvent on dit oh là là, mais t'as vu en France, il y a ceci, il y a cela, etc. Et finalement, après ils se regardent, ils se disent et si on allait au café prendre un macaron? Et c'est un peu ça en fait. On est bizarre finalement, mais c'est tellement bien parce que on critique souvent, mais on adore être chez nous et on adore manger français, on adore consommer français finalement, et même à l'étranger. Donc pour moi, les expats, c'est au-delà du fait d'être à l'étranger, ce sont également des consommateurs pour nos produits, ce sont également de forts consommateurs. Mais voilà, mais ce sont ces deux expériences différentes puisque on a le meuble et on a l'agroalimentaire. Sur beaucoup de choses, on se rejoint, beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je vous disais que pour moi, les produits de mode, vous avez, l'export vous est ouvert. C'est en tout cas mon sentiment. Voilà. Merci.
Le timer est déjà lancé. Tu peux me remettre le timer à 0, s'il te plaît? Ça va plus du tout. C'est n'importe quoi. La fatigue. Bah, le streaming, justement, il va démarrer en plus. Bon, tant pis, on va démarrer, on gérera.